Agression rwandaise, la population de Goma est actuellement dans les rues pour manifester contre le plan de déstabilisation et de balkanisation de la République démocratique du Congo. Ils tiennent pour principal responsable de l'insécurité dans la région, Paul Kagame. L'Union africaine appelle à un dialogue intercongolais, un de plus, une initiative qui sonne mal aux oreilles de Kinshasa qui attend des actions plus concrètes après avoir démontré toute la bonne foi du monde possible. Il n'est plus question de négocier avec des rebelles. Au Brésil, la gauche est de retour au pouvoir. Des quelques virgules, Lula a battu Bolsonaro, le président sortant. Il revient au pouvoir après 2 mandats autrefois. Un signal fort pour les socialistes du monde entier. Malgré l'adversité, les moins de 23 ans sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations de l'année prochaine. Ils ont été battus 3-1 à Alger hier, mais ils avaient fait beaucoup mieux à Kinshasa il y a quelques semaines. Nous en parlerons dans notre panorama sportif. Mesdames et messieurs, bonjour. Toutes les activités socio-économiques ont tourné au ralenti ce lundi avant midi dans la ville de Goma. C'est sur appel de la société civile qui a demandé à la population de Goma, territoire de Nyiragongo et environ, d'organiser une manifestation pour demander à la communauté internationale de se mobiliser pour la cause du peuple congolais. Les mouvements citoyens, les groupes de pression et la société civile ont à cette occasion épargné une marche afin d'apporter leur soutien au FARDC qui se battent contre les M23. Goma a été une ville fantôme ce lundi dans l'avant-midi. Boutiques, marchés, écoles n'ont pas ouvert leurs portes. Difficile aussi de trouver un transport en commun. Seules quelques motos ont été visibles sur les artères principales. Le week-end, la société civile du Nord Kivu avait annoncé une série de manifestations pour dénoncer l'occupation de plusieurs villages et cités du territoire de Rutshuru par la rébellion du M23 appuyée par les Rwandais. Une marche pacifique a aussi été organisée le même lundi par les mouvements citoyens, groupes de pression et la société civile pour non seulement apporter leur soutien au FARDC, mais aussi dire non à cette agression rwandaise. Nous réclamons 3 choses. La première chose, c'est que nous puissions rompre carrément notre relation avec le petit Rwanda. Parce que nous sommes victimes d'une agression que cette dernière nous a imposée depuis beaucoup de temps, sous la couverture de la communauté internationale, de l'Ouganda et de la MONUSCO qui est dans notre pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous exigeons qu'on puisse nous fermer toutes les frontières de la RDC avec le petit Rwanda et le petit Ouganda. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, nous sommes en train de regretter et de condamner carrément ce silence, ainsi que cette implication de la communauté internationale dans l'agression dont nous sommes victimes, nous Congolais. Parmi les actions à mener, la société civile a demandé aux habitants de Goma, territoire de Nyiragongo, et ses habitants et ses voisins à se mobiliser pour demander à la communauté internationale de quitter l'hypocrisie vis-à-vis de la RDC et du peuple congolais afin de contraindre le Rwanda et l'Ouganda à retirer leurs troupes sur les sols congolais et précisément dans les territoires des Rutshuru. Au moment où la tension monte entre Kinshasa et Kigali, l'Union africaine a appelé les Congolais à un énième dialogue, une initiative pas convaincante pour les Congolais à l'heure où le pays, meurtri plus que jamais, ne réclame que des réponses un peu plus concrètes. Un dialogue de plus, un dialogue de trop, dossier de la rédaction rendu par Jean-David Kilolo. Depuis la guerre de 1996, des initiatives de paix à travers des dialogues intercongolais ont été organisés soit à l'extérieur du pays, soit sous le territoire national avec la participation de l'appui financier de la communauté internationale. C'est le cas des rencontres de Lusaka 1 et 2 pour conclure le cessez-le-feu entre les belligérants. La rencontre d'Addis Abeba destinée à régler les volets politiques de l'accord de Lusaka, de celle de Sun City en Afrique du Sud avec l'accord global et inclusif en avril 2003, les dialogues de Goma en RDC avec l'accord de paix de Goma, ceux de Kampala en Ouganda et Nairobi au Kenya, avec l'accord de Nairobi avec l'M23 et les concertations nationales tenues à Kinshasa en 2013. L'histoire voudrait qu'on reconnaisse que les résolutions issues de ces forums n'ont pas pu cimenter la paix,
l'unité nationale, la sécurité et la stabilité dont le peuple congolais a grandement besoin pour son développement durable. Mais le seul bémol, c'est qu'en novembre 2013, la guerre en République démocratique du Congo a officiellement pris fin. Les rebelles du M23 ont été mis en déroute. Mais dans cette partie du territoire national, précisément l'est de la RDC, la situation sécuritaire a toujours été volatile et criante et la violence s'y est enracinée d'une manière inouïe. Elle serait due aux faits historiques malheureux, notamment à l'afflux des réfugiés Hutus et aux guerres qui se sont succédées au Congo depuis 1996, au développement de mouvements rebelles soutenus par l'extérieur et plus particulièrement par le Rwanda, Ouganda et la communauté internationale. Les multinationales sont à la base de l'aggravation de l'insécurité dans l'Est par l'exploitation illégale des ressources naturelles. Les sociétés minières agréées apportent leur lot à l'insécurité déjà criante dans cette région. Elles contribuent pour leur part à la déstabilisation des communautés locales, en les expropriant de leurs terres et en chassant impitoyablement les creuseurs artisanaux des régions minières de l'Est de la République démocratique du Congo. Les minerais qui devraient rapporter plus à l'économie nationale et contribuer à l'amélioration de la vie sociale des populations sont emportés à l'état brut et raffinés dans des fonderies installées à l'étranger. De ces ravive l'idée des plans de dépeçage ou mieux des balkanisations de la République démocratique du Congo. Le même veulent à tout prix avoir une même mise sur les institutions afin d'avoir des dirigeants faibles qu'ils peuvent à tout moment manipuler. Aujourd'hui, dans un communiqué conjoint du président en exercice de l'Union africaine et du président de la commission de l'UA sur la situation de l'Est de la RDC, l'on peut lire la ferme volonté de convoquer un troisième dialogue intercongolais de Nairobi du 4 au 13 novembre 2022. Un dialogue intercongolais veut dire se mettre en face des Congolais. Or, dans les cas d'espèce, les M23 sont des Rwandais, considérés comme des terroristes qui sèment la terreur sur les sols congolais. Est-ce que Kinshasa acceptera-t-il ce énième piège tendu par les trios des Rwandais, Ougandais et multinationales? Comme décidé précédemment, lors du Conseil supérieur de la défense, l'ambassadeur rwandais a été notifié ce lundi de son renvoi de Kinshasa. Vincent Karega a reçu le document des mains du ministre des Affaires étrangères. La chargée d'affaires congolaise en poste à Kigali a aussi été appelée à ne pas déposer sa lettre de créance comme cela a été prévu précédemment. C'est officiel. Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda en poste en République démocratique du Congo, quitte Kinshasa officiellement ce lundi, après une décision prise lors du Conseil supérieur de la défense présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les diplomates rwandais viennent d'être notifiés par Christophe Lutundula, vice-premier ministre des Affaires étrangères. Karega a 48 heures pour quitter la RDC. C'est clair que son pays, le Rwanda, apporte un appui militaire aux terroristes du M23 qui s'attaquent aux civils et aux forces armées de la République démocratique du Congo. Parallèlement à cette notification, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, a réitéré l'instruction donnée en son temps au nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo près la République du Rwanda de surseoir à la présentation des lettres de créance aux autorités rwandaises jusqu'à nouvel ordre et a rappelé en consultation les chargés d'affaires AI de la République démocratique du Congo à Kigali. Bien auparavant, le chef de la diplomatie congolaise a aussi reçu dans son cabinet la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Elle a donné la position de son pays qui condamne le soutien du Rwanda au M23, tout en rappelant la déclaration faite par leur ambassadeur au Conseil de sécurité des Nations Unies demandant au Rwanda de respecter l'intégrité territoriale de la RDC et de cesser tout soutien au mouvement terroriste du M23.
À travers un communiqué datant d'hier, les réseaux des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUCO en sigle, avait annoncé la suspension de sa grève entamée depuis un mois qui s'explique par la reprise de la livraison des véhicules aux professeurs dès la prochaine quinzaine. Pour sa part, la PUCIN, la branche de Kinshasa, se dit non concernée par cette décision et continue son mouvement de grève en exigeant du concret. Rufus Lukanga a joint à ce sujet au téléphone le professeur David Loubo. Il est le président de la PUCIN. La PUCIN ne fait plus partie de la PUCO. Et quand vous lisez ces communiqués assez anachroniques, alambiqués, contradictoires, paragraphe contre paragraphe, vous allez vous rendre compte qu'il parle de la grève du 22 septembre, mais c'est hier seulement. Mais la grève de la PUCIN est du 20 juillet, donc c'est la différence de taille. Et la PUCIN n'a pas été invitée à cette réunion qui s'est tenue dimanche, jour sacré, jour férié. Et sur le plan de la forme, je crois que quand on décide dimanche, nous qui enseignons les droits du travail, il y a encore à redire là-dessus. La grève continue, mais les démarches sont en cours pour qu'une solution soit rapidement trouvée. Et nous allons vous communiquer. Les futurs simples, nous l'avons suffisamment conjugué avec le gouvernement. Maintenant, nous voulons conjuguer le présent. Et regardez dans ces communiqués-là que j'ai lus en passant, qu'est-ce qu'il y a du concret? Comme la logique élémentaire dit, lorsqu'une erreur est dans les prémices, la conclusion n'est pas possible. Vous donnez 350 véhicules, 150, donc ce qui fait 500, et vous dites qu'en décembre, tout le monde sera servi. Alors que la commande est de 3500, même si nous doutons de cet effectif-là, qui a été gonflé pour besoin de la cause, par le ministre lui-même. Non, nous n'avons pas besoin de promesses, nous avons besoin des actes. Ça signifie que si notre partenaire, le gouvernement, même si au sein de ces derniers, il y a beaucoup de bonne foi, il y a beaucoup de personnalités, de bonne volonté, mais la bonne volonté ne suffit pas. Sur le continent, 100 morts et 300 blessés, c'est le bilan du double attentat ce week-end en Somalie. L'attaque par un véhicule piégé a eu lieu à quelques minutes d'intervalle à Zobé, un carrefour animé du centre de Mogadiscio, la capitale. La Somalie continue d'éplorer ses morts. Ce week-end encore, au moins 100 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans une double attaque à la voiture piégée sur une artère très fréquentée du centre de la capitale, Mogadiscio. Après s'être rendu sur les sites de l'attentat, le président Hassan Sheikh Mohamud déplore cet état de choses. Il signale qu'environ 300 personnes ont également été blessées. Ce samedi-là, 2 voitures remplies d'explosifs ont explosé à quelques minutes d'intervalle dans l'après-midi près du carrefour animé des Zobé. L'attaque a eu lieu au même carrefour très fréquenté où un camion avait explosé le 14 octobre 2017, tuant 512 personnes et en blessant plus de 290. C'est depuis 1993 que la Somalie fait sa descente aux enfers. Des crises de guerre plongeant le pays dans la pauvreté et dans la famine la plus totale. Ce type d'attentat, qui n'a pas été immédiatement revendiqué, est généralement attribué par des autorités somaliennes aux militants djihadistes Shebab qui mènent régulièrement des attaques dans la capitale et les grandes villes de Somalie. Le groupe islamiste lié à Al-Qaïda combat depuis 2007 le gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale. Il a été chassé des principales villes dont Mogadiscio en 2011, mais reste solidement implanté dans les sud du pays. Ces derniers mois, les Shebab ont redoublé d'activités en Somalie, pays pauvre et instable de la Corne de l'Afrique. Après cette attaque qui avait fait au moins 21 morts et 117 blessés, le président Hassan Sheikh Mohamud avait promis une guerre totale pour éliminer les Shebab et appeler la population à se tenir à l'écart des zones contrôlées par les islamistes qui allaient être visées des prochaines offensives. Les forces de sécurité des milices claniques et des milices claniques locales ont lancé des opérations militaires dans les centres du pays qui ont permis, selon les autorités, de reprendre un petit peu le contrôle du pays. Présidentielle au Brésil, l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva a été élu ce dimanche à la tête du pays avec 50,90% contre 49,10% pour le président sortant Jair Bolsonaro. La figure de gauche commencera son 3e mandat dès le 1er janvier.
Luiz Inácio Lula da Silva a obtenu 50,9% des voix contre 49,1% pour le président sortant d'extrême droite. C'est l'écart le plus serré entre deux finalistes de la présidentielle depuis le retour à la démocratie après la dictature militaire qui s'est achevée en 1985. La marge est bien plus étroite que ce que prédisaient les sondages qui avaient déjà sous-estimé les scores de Jair Bolsonaro avant les premiers tours. Après cette victoire serrée, Lula va devoir composer avec un parlement qui penche clairement à droite et devra nouer des alliances pour gouverner. L'ancien métallo de 77 ans au destin digne d'un film de Hollywood qui a connu la fin dans son Pernambouc natal fera son retour au sommet de l'État le 1er janvier. Il avait atteint une popularité record à l'issue de ses 2 premiers mandats de 2003 à 2010, mais avait ensuite connu la disgrâce, passant par la case prison après des condamnations pour corruption finalement annulées pour vice de forme. En sport, les Léopards U23 sont qualifiés pour le 3e et dernier tour des éliminatoires de la CAN 2023 malgré leur défaite 3-1 face à l'Algérie hier. En Ligue des champions de la CAF, Mazembe va entrer en lice ce soir face à la formation égyptienne de Wadi de Gla. Dans ce panorama sportif, nous allons parler également des interclubs de la CAF avec les clubs congolais qui effectuent le dernier réglage avec leur match de ce mercredi. C'est avec Christian Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour Christopher, merci. D'abord, championnat du monde de Jiu-Jitsu, on commence différemment aujourd'hui. Ouais. La RDC a gagné une médaille d'or. Et c'est bien Christophe Mputu qui offre au pays sa toute première médaille en Jiu-Jitsu après avoir littéralement battu au point tous ses adversaires. Ils étaient d'ailleurs 3. C'est bien aux Émirats Arabes Unis. Il a commencé par terrifier Koussainov Ramazana. Il va ensuite s'imposer face au grec Tirantonakis avant de renverser en finale l'emblématique champion du Kazakhstan Ramazan Moussa. Je vous invite à présent à écouter la liesse de ce champion du monde, eh bien, qu'il n'a pas bénéficié en tout cas du soutien de ses frères congolais. C'est fait. Je suis le champion du monde. Un champion du monde. Un mouton ba négligeaka. Merci Seigneur, merci. Un champion du monde. Au négligé qui a gouvernement négligé ngai, mais ngande na otombola lokuma mboka. Hymne national à Congo ko betawa. Couleur oyo. Nazo bunela na bundi na gagné bakoma na nyonso na champion du monde nazo médaille d'or. Merci notre peuple congolais. Beaucoup d'émotions, mais aussi de réclamations en même temps. On a senti, il en a profité. Ouais. Ligue des champions de la CAF, Mazembe entre en danse ce soir. Ce sera face à Wadi Degla d'Égypte sous le coup de 20h, qui est le Corbeaux de Lubumbashi. Ils vont entrer en danse au royaume chérifien. Les Corbeaux sont allés chercher leur tout premier sacre continental. Et bien sûr, Mazembe qui dispute pour la première fois cette Ligue des champions. Il faut dire que les Corbeaux ont le moral au zénith, bien qu'ils se retrouvent dans un groupe relevé avec notamment Bayelsa Queens du Nigeria et Mamelodi Sundowns. Je vous invite à écouter en tout cas cette détermination des Corbeaux qui veulent aller très loin dans cette Ligue des champions. Nous sommes ici pour défendre notre équipe. Nous sommes là pour défendre aussi notre couleur noir-blanc et le nom là qu'on a pris à Lubumbashi, le TP Mazembe. C'est un grand nom. D'après tout, comme on dit, Mamelodi joue mieux. Nous, on n'a pas peur d'une équipe. Nous aussi, c'est TP Mazembe, aussi c'est Mamelodi. Les matchs se jouent comme ça. Nous allons gagner. Nous nous sommes préparés en conséquence. Nous avons une bonne ossature qui joue pratiquement depuis 2 ans. Donc les automatismes se sont déjà créés, les joueuses se connaissent. Nous allons faire avec et nous sommes ambitieux et nous voulons défendre le nom de TP Mazembe. Et c'est comme ça qu'on n'accepte pas qu'on parle de TP Mazembe au rabais. Voilà, on va parler interclub de la CAF. Les clubs congolais, Christian, jouent déjà ce mercredi. Bien évidemment, Christopher, ce club concerné par le
le barrage de la Coupe de la Confédération se prépare déjà pour bien évidemment se produire ou jouer ce mercredi. Le dernier club Motema Pembe est arrivé depuis hier à Dar es Salaam où il affrontera la formation burundaise de Flambeau du Centre. Et de son côté, le tout-puissant Mazembe Anglebert débutera à domicile face à la formation de Royal AM d'Afrique du Sud. Concerné également par ce barrage, Lupopo a pris la direction du Bénin depuis le week-end où il va croiser le club burkinabé des Kadiogo, éliminé de la Ligue des Champions par l'association sportive V Club. Les Cheminots ont voyagé à temps pour bien s'acclimater et faire déjà un très bon match à l'extérieur sur le sol béninois. La délégation louchoise a plutôt le moral au zénith. On écoutera tour à tour Junior Bayano et le secrétaire Donna Moulongoy dans notre édition de 19h45. Ce sera bien sûr avec Nathalie Yoko. On va terminer avec la bonne nouvelle. Malgré toutes les difficultés, les U23 se sont qualifiés au troisième tour. Les U23 qui ont raté ou qui ont failli en tout cas succomber dans un crash, rappelez-vous, dans la nuit de vendredi à samedi, ils sont allés à Sétif avec l'idée bien sûr d'obtenir leur ticket qualificatif au prochain tour. Ils l'ont fait malgré la défaite face au Fennec d'Algérie, 3-1. C'était bien sûr hier. Les Fauves congolais valident leur ticket grâce à leur victoire des 4-1 enregistrée à Kinshasa lors de la manche aller. Au troisième tour, ils affronteront le Ghana. Ce sera bien sûr au mois de mars 2023. Christopher Ochokoum. Merci beaucoup Christian Bokaya pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Agression rwandaise, la population de Goma est actuellement dans les rues pour manifester contre le plan de déstabilisation et de balkanisation de la RDC. Ils tiennent pour principal responsable de l'insécurité dans la région Paul Kagame. L'Union africaine appelle à un dialogue intercongolais, un de plus, une initiative qui sonne mal aux oreilles de Kinshasa, qui attend des actions plus concrètes après avoir démontré toute la bonne foi du monde possible. Au Brésil, la gauche est de retour au pouvoir. De quelques virgules, Lula a battu Bolsonaro, le président sortant. Il revient au pouvoir après 2 mandats autrefois, un signal fort pour les socialistes du monde entier. Malgré l'adversité, vous l'avez suivi en fin de ce journal, le moins de 23 As sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations de l'année prochaine. Ils ont été battus 3-1 à Alger hier, mais ils avaient déjà fait beaucoup mieux à Kinshasa il y a quelques semaines. Ne nous quittez pas, on va suivre la revue de presse dans un instant avec Amina Bayombo. Amina Bayombo qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Amina. Bonjour Christopher, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda en RDC sur décision samedi dernier du Conseil supérieur de la défense et bien sûr le dépôt du budget 2023 qui est intervenu plutôt vendredi à l'Assemblée nationale, qui font la une de tous les journaux, bien évidemment. On commence par l'insécurité. Dans un contexte de tension maximale, vous le savez, entre Kinshasa et Kigali, matérialisée par la décision du Conseil supérieur de la défense samedi 29 octobre, le journal L'Avenir, qui en parle, signale l'expulsion du territoire national congolais de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. Dans les 48 heures qui suivent, Félix Tshisekedi inflige donc un camouflet à la diplomatie asymétrique de Kagame. Faisons suite à cette décision. À Goma, les jeunes ont manifesté aux frontières entre la RDC et le Rwanda dimanche, tout en clamant tout haut « Laissez-nous affronter Kagame chez lui ». Pour Econews, entre Kinshasa et Kigali, les circonlocutions d'un langage soigné diplomatique n'ont plus de place. Le journal indique que la rupture entre Kinshasa et Kigali part d'une part de la persistance du Rwanda à agresser la RDC et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis du processus de Nairobi et de Luanda, que des recommandations de la communauté internationale exigeant unanimement la cessation d'activités terroristes du M23. Vous l'avez sans doute signalé dans votre journal, le VPM en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, vient de notifier Vincent Karega ce lundi de quitter le territoire national congolais. Avant de passer à l'autre actualité du week-end, il s'agit donc du dépôt du budget 2023.
Le quotidien, le journal, estime que le Premier ministre Sama Lukonde a convaincu les députés après le dépôt de ce projet de budget à l'Assemblée nationale. Un dépôt d'ailleurs qui, souligne ce quotidien, s'est fait dans le délai constitutionnel. Dans cette nouvelle proposition, Sama Lukonde ne s'est pas du tout éloigné des piliers qui lui auraient valu en avril 2021 l'approbation unanime à la représentation nationale, note pour sa part la prospérité. Au contraire, a dit Sama, il inscrit le présent budget dans la poursuite du programme d'action du gouvernement mis en œuvre dès son arrivée, souligne-t-elle. Politique, justice, défense et sécurité, économie, finances, reconstruction sociale et culturelle. Voilà les actions gouvernementales qui porteront l'an prochain sur les grands secteurs. Le journal rapporte que ce projet de budget 2023 affiche clairement les ambitions pour répondre aux attentes des Congolais. On va aussi parler, bien évidemment, bien que ça n'a pas été évoqué dans le corps du journal, des morts qui ont eu lieu au concert de Fally Ipupa à Kinshasa. Vous comptez 11 dans votre revue de presse. Fally Ipupa en concert, l'un des plus grands artistes congolais de sa génération, superstar en Afrique, est désormais connu dans le monde entier. Mais le concert tant attendu de Fally Ipupa a tourné au drame, titre RFI. Le stade plein à craquer, des spectateurs installés sur les terrains et d'autres engouffrés jusque dans les couloirs du stade. On ne connaît pas encore ce qui a déclenché la bousculade, mais plusieurs spectateurs se sont évanouis avant, pendant et après le concert. Selon le propos du ministre de l'Intérieur cité par la Libre Afrique, l'organisateur doit être puni, il sera recherché, arrêté et sanctionné. Fally Ipupa qui, dans un communiqué, a exprimé sa profonde tristesse après les incidents qu'il qualifie de dramatiques et malheureux, malgré les dispositions prises en amont pour le strict respect des consignes de sécurité. Merci beaucoup Amina Bayombo pour tous ces titres. Merci, avec plaisir. Merci également à vous de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Merci à toute l'équipe technique qui a contribué à sa réussite. Vivez heureux, vivez 100 ans et restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste incontinue.